Car si la capitale prussienne mise tout sur l'industrie, Paris, avec Haussmann, veut tout simplement inventer la ville de demain. Ce qu'il faut penser toujours avec Haussmann, c'est qu'il s'agit de circuler d'un point à un autre. Haussmann va considérer la ville comme le corps d'un athlète qui n'a de cesse qu'il n'améliore ses performances. C'est un réseau, Haussmann, c'est pas des immeubles autour des rues, c'est tout un système très très intelligent, très puissant, très pensé. Haussmann, c'est le chirurgien fou. Et s'il y a un obstacle au long de son projet et de sa logique, cet obstacle est éliminé. Et on se trouve donc devant un processus qui va progressivement s'emballer pour faire de Paris pendant 17 ans un chantier fantastique, colossal. Paris vient de dépasser le million d'habitants. Une population de plus en plus défavorisée s'est installée au cœur de la capitale et met en danger la société tout entière. Une nouvelle révolution en 1848 a montré la gravité de la situation. Le nouveau président, qui deviendra bientôt empereur sous le nom de Napoléon III, est déterminé à changer la ville de Paris. Et il a trouvé, en la personne du duc de Persigny, son ministre de l'Intérieur, l'homme qui va lui donner les moyens de ses ambitions. Persigny est le grand partisan de cette théorie économique selon laquelle il faut dépenser pour gagner. Plus on dépense, plus on gagne, parce que ce que l'on dépense produit des richesses, elles-mêmes productrices de richesses. C'est la théorie des dépenses productives. Bon, il y en a un qui réagit extrêmement positivement, avec un enthousiasme exubérant à cet exposé, c'est Haussmann. Haussmann, 1m90, des mains comme des battoirs, une espèce de taureau en redingote noire qui impressionne Persigny par la puissance physique, cette espèce d'énergie débordante, et puis cette conviction de toute manière que, quoi qu'on lui demande, il est l'homme de la situation. Georges-Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine en 1853. Sa mission, inventer un nouveau Paris, une capitale assainie, aérée, ordonnée et plus performante. Commence alors un chantier bien plus important encore que celui envisagé à l'origine par Napoléon III. Alors que l'empereur imagine une trentaine de percées, Haussmann en veut 70. Le visage de Paris change en profondeur avec la multiplication de ses grandes avenues. Il va considérer la ville comme un organe autonome, abstrait. Abstrait, c'est très important. Un organe abstrait est considéré, chaque organe de la ville, comme l'organe du corps. Et qu'est-ce que notre corps? C'est une affaire de flux. Et qu'est-ce que haussmanniser? C'est libérer les flux. Les flux de l'eau, les flux de l'air, les flux des capitaux, les flux des personnes. Et puisqu'il s'agit d'accélérer le déplacement des hommes et des machines, les gares seront au cœur de la réforme de Paris. Ce sont les nouvelles portes de la ville. Elles sont placées au bout de grandes avenues, comme des églises ou des bâtiments officiels. Systématiquement, il faut un point de mire monumental pour une percée. Et les immeubles qui bordent ces nouvelles avenues doivent répondre à tout un tas de règles. Unité du matériau, qui est la pierre de taille, unité des lignes maîtresses, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire les corniches doivent filer, les balcons doivent filer. Le style d'une façade d'immeuble haussmannien, ce doit être quelque chose d'assez neutre, qui ne doit pas détonner sur ses voisins, puisqu'ils jouent tous ensemble une partition. Avec Haussmann, les classes favorisées, qui avaient déserté le centre de Paris, s'y installent à nouveau. L'intérieur haussmannien, avec ses vastes espaces de réception, démocratise, au profit de la bourgeoisie, l'ancien mode de vie de l'aristocratie. Quant aux domestiques, ils passent par la cour intérieure et montent dans les étages par l'escalier de service,
par lequel ils rejoignent les appartements où ils sont employés. Eux-mêmes habitent au 6e sous les toits, l'endroit le plus froid l'hiver et le plus chaud l'été. Dans l'immeuble du Second Empire est donc inscrit un certain ordre social, qui sera bientôt celui de Paris tout entier. Quand on reconstruit Paris, quand on trace de nouvelles avenues, quand on élève de beaux immeubles en pierre de taille, on change en profondeur la sociologie. Parce que les anciens habitants ne peuvent pas se reloger, c'est un phénomène bien connu des historiens de l'urbanisme, on ne peut pas se reloger dans les nouveaux immeubles parce que les prix sont trop chers. Au fond, quand on regarde les photos de Marville qui montrent le vieux Paris et puis les photos du nouveau Paris, elles sont silencieuses, il n'y a personne sur les photos. Et on a l'impression d'une chose qui est comme un coup de baguette magique, mais il faut derrière imaginer la violence des destructions, la violence de la poussière, du bruit des chantiers et la violence sociale. Donc là, il y a eu un remplacement dans le centre, hein, sauf dans les quartiers où Haussmann n'a pas eu le temps de porter le fer. Et c'est toute l'histoire du Marais. Le Marais est un quartier qui, parce qu'il n'a pas été détruit par les percements haussmanniens, va devenir une poche de pauvreté et de vieux Paris au centre des beaux quartiers refaits par Haussmann. Et puis, il y a les 200 000 nouveaux arrivants, venus pour participer aux grands travaux d'Haussmann. Beaucoup d'entre eux s'installent dans les nouveaux arrondissements. En 1860, un décret élargit considérablement les limites de la capitale. Sa population passe alors d'1 million à 1 700 000 habitants. Et la question des déshérités s'impose comme le grand enjeu de l'avenir de Paris. Tandis qu'Haussmann souhaite les écarter du centre-ville, Napoléon III veut que la capitale se dote d'un logement adapté. Il fait preuve de plus de sollicitude qu'aucun monarque avant lui à l'égard du prolétariat et du prolétariat urbain. Il en fait une question personnelle, à tel point d'ailleurs que c'est sur sa cassette personnelle que seront dégagés les budgets nécessaires à la construction de premières cités ouvrières à Paris. Dans le 9e arrondissement, l'empereur finance par exemple une cité ouvrière très novatrice, d'ailleurs baptisée Cité Napoléon. Une curieuse architecture, avec un espace intérieur collectif où les locataires sont censés faire connaissance et se lier d'amitié. Un modèle nouveau et original, mais un modèle qui ne remportera finalement aucun succès. Les bourgeois ont trouvé qu'il y avait là un danger, une concentration ouvrière qui représentait une menace, à 2 pas des quartiers gouvernementaux, du centre du gouvernement. Il suffit de descendre la rue de Rochechouart, on va droit vers le centre. Et à l'inverse, le mouvement socialiste récuse absolument les concentrations ouvrières. Jules Guesde écrit que si on ferme les grilles de cette cité, eh bien, il y a 200 prisonniers tout trouvés. Car l'immeuble est fermé par une grille, comme un portail bourgeois, mais dont, en l'occurrence, ils n'ont pas la clé. C'était jugé problématique par les ouvriers qui auraient été candidats à la location. Ils sont repartis très vite. Paris n'a pas trouvé son modèle de logement ouvrier. Mais il n'empêche, c'est désormais la référence pour tous ceux qui vont rêver, au XIXe siècle, de changer la ville. Les Parisiens sont très fiers, le souverain est très fier, et l'exposition universelle de 1867, c'était la gloire du régime. Et le thème général, c'est Paris, capitale du XIXe siècle.